Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième LinkedIn Live de la communauté. Nous sommes ici ensemble pour parler des évolutions du monde de la recherche académique et du monde de la valorisation et du transfert de technologies en lien avec les grands enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. Merci d'être avec moi sur cette pause déjeuner pour ce LinkedIn Live qui va porter sur la transition industrielle et comment est-ce qu'on peut associer des nouveaux acteurs à nos projets de recherche et de valorisation pour mieux répondre à la transition industrielle. Je vous donne quelques consignes générales sur comment est-ce que ça va se passer. Tout d'abord, sachez qu'il y aura un replay de ce LinkedIn Live, donc vous pourrez le retrouver sur mon profil. Si vous regardez ce LinkedIn Live en replay, n'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions en commentaire, parce que je répondrai à toutes les questions, même si vous les posez une fois que ce live sera fini. Donc vraiment, si vous avez des questions en regardant, n'hésitez vraiment pas à faire ça. Pour ceux qui sont aujourd'hui en live avec moi, c'est le même principe. Vous pouvez tout à fait poser vos questions en commentaire en direct et je les prendrai au fur et à mesure ou à la fin, on fera une session questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre sur le commentaire. Par ailleurs, il y aura un giveaway qui sera téléchargeable si vous voulez récupérer les slides et un peu plus de matière concernant ce sujet-là. On vous mettra le lien sur les commentaires également. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien, remplir vos coordonnées et on vous enverra le giveaway pour aujourd'hui. Et puis, je vous donne le planning pour cette session d'aujourd'hui, où on va parler donc de la diversification des partenaires de valorisation pour répondre à ces enjeux de transition industrielle. On va être ensemble pendant environ une demi-heure et je vais découper ça en 4 parties. La première, je vais vous expliquer un petit peu qui est Socience et pourquoi est-ce qu'on a finalement des retours d'expérience à vous donner sur cette question de diversification des partenaires de valorisation. La deuxième, c'est pourquoi est-ce que vous devez vous intéresser à ces nouveaux partenaires? Pourquoi est-ce qu'il faut diversifier aujourd'hui? En quoi c'est intéressant? Ensuite, on verra qui sont ces partenaires, parce que si on dit qu'il faut diversifier, alors de quel type de nouveaux partenaires est-ce qu'on parle? Et puis finalement, et ce sera le gros et le cœur du sujet, je vous donnerai les 5 clés pour intégrer ces partenaires-là dans les meilleures conditions possibles. Alors on commence tout de suite avec Socience. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la recherche et l'innovation responsable. Et la recherche et l'innovation responsable, c'est tout un corpus méthodologique qui permet de repenser le système de valorisation de la recherche pour répondre à des enjeux de société en lien avec la société civile. C'est un concept qui est très important parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de financements, notamment européens, qui sont conditionnés à la capacité à exprimer et à valoriser ce qu'on appelle le chemin vers l'impact. Et l'impact social et environnemental est au cœur de ce type de financement. C'est aussi une nouvelle manière de faire qui est extrêmement importante dans un contexte où on a des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux qui sont majeurs et qu'il faut bien y répondre. Et donc, il y a une transition de tous les métiers de la valorisation comme les métiers de l'industrie. Donc, nous, Socience, on est spécialisé dans ces questions-là. Et là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui particulièrement, c'est qu'on a créé toute une méthodologie qui s'appelle The Future of et qui permet justement d'associer sur des sujets de recherche et des sujets de valorisation d'intérêt de biens communs des acteurs un peu particuliers, un peu nouveaux. Vous allez le voir parce que je vais vous les présenter tout de suite après. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette méthodologie, elle a été labellisée, reconnue par les Nations Unies, par l'ONU, comme une des méthodologies qui permet d'avancer vers l'atteinte des ODD, donc des objectifs du développement durable. Et du coup, c'est une méthodologie qu'on utilise et qu'on met en œuvre avec des industriels et des universités depuis 2016 déjà. Et donc, on a beaucoup de retours d'expérience sur comment faire, qu'est-ce qui marche pas. Et aujourd'hui, je vais vous donner des petites choses qu'on a appris, des tips, et vous pourrez
évidemment voir comment ça s'inscrit dans les The Future Of, qui est une méthodologie extrêmement cadrée, mais vous pourrez aussi vous en inspirer si vous voulez monter vous-même vos propres programmes. Je vous donne un peu certaines clés essentielles. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on parle de nouveaux partenaires? Aujourd'hui, quand on fait de la valorisation, l'approche, extrêmement, classique, et qui fonctionne très bien, c'est de se dire: «On a des partenaires, académiques qui vont rencontrer des partenaires du monde de l'industrie et ensemble, ils vont pouvoir répondre, à des enjeux techniques, à des enjeux industriels, à des enjeux parfois, de productivité et donc c'est un peu, un système, qu'on connaît, qui fonctionne et aujourd'hui qu'on peut, rediriger vers la réponse à des enjeux environnementaux. Par exemple, quand je parlais, de problématiques de productivité, on peut aussi avoir, des nouvelles, technologies, qui permettent, d'être plus efficient, de décarboner et cetera et cetera. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites déjà dans ce lien bilatéral, chercheur-industriel. Mais ce qui va être très intéressant, pour nous aujourd'hui dans cette question de la diversification, c'est qu'on va pouvoir associer à des consortiums, de valo ou de recherche, des acteurs qui sont experts d'une manière assez fine sur ces problématiques sociales et environnementales. Donc évidemment, quand vous travaillez avec un acteur industriel, il vous apporte une compréhension, extrêmement intéressante des enjeux techniques et des problèmes industriels qui se posent, dans son cœur de métier. Si vous commencez à travailler avec des acteurs qui ont une compréhension des enjeux sociaux et environnementaux, qui se posent dans leur environnement direct, eh bien en fait, vous avez cette compréhension fine et vous pouvez avoir des projets de recherche et des projets de valo qui sont plus pertinents et qui vont s'attaquer d'une meilleure façon, à ces enjeux-là. Et donc diversifier ces acteurs, dans ce sens, ça permet vraiment de repositionner un peu, ces projets de valorisation pour avoir un maximum d'impact, et pour faire les actions, les plus intéressantes. Ça permet aussi d'ouvrir de nouveaux marchés, et de nouveaux financements. En termes de financement, je vous parlais, des projets Horizon Europe, qui sont très tournés aujourd'hui sur ce qu'on appelle le Pathway Towards Impact, donc le chemin vers l'impact. Évidemment, si vous êtes capable, grâce à des partenaires qui vous apportent des connaissances, sur des enjeux sociétaux, de montrer quel va être votre chemin vers l'impact et comment est-ce que vous allez réellement avoir un impact social et environnemental en bout de chaîne des processus de valorisation, eh bien, vous avez une meilleure chance de vous positionner, sur ces nouveaux appels-là. Mais c'est aussi une ouverture de nouveaux marchés puisque, et vous allez le voir juste après, dans les nouveaux partenaires qu'on peut associer, au projet de valo, vous allez avoir, par exemple, des entrepreneurs sociaux. Et donc c'est des entrepreneurs qui sont un peu particuliers, mais c'est malgré tout, des entrepreneurs qui vont s'attaquer à certains marchés, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas encore adressés ou qui n'ont pas encore été, vus et donc ça, c'est très intéressant, pour les équipes, de valo et potentiellement pour les chercheurs. Ça permet aussi d'accompagner les industriels sur ces enjeux de transition. Vous allez voir quand je vais parler des The Future Of, nous ce qu'on préconise, c'est vraiment de mettre en œuvre, non pas des actions bilatérales, mais plutôt du multi-acteur. Et donc ça, c'est vraiment crucial. Finalement, vous pouvez tout à fait avancer entre un chercheur et un industriel sur une problématique, spécifique technique. Vous pouvez aussi vous dire, nous, on va associer nos chercheurs à des entrepreneurs sociaux pour répondre à une problématique sociale ou environnementale bien définie. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous commencez à faire du multi-acteur avec les chercheurs, les nouveaux partenaires qui ont ces intérêts sociaux et environnementaux et les industriels. Et donc là, vous êtes vraiment dans un accompagnement d'une transition industrielle pour vos clients, plus classiques, on va dire, mais qui bénéficient aussi de cette, diversification-là. Finalement, on peut aussi parler de la stimulation, sur l'engagement des chercheurs. Nous, on a l'habitude de travailler avec un certain nombre, d'instituts de recherche et c'est très intéressant de voir que, on a vraiment une augmentation de l'engagement des chercheurs
quand on attaque les problématiques par l'angle des questions d'enjeux sociaux et environnementaux, plutôt que uniquement par l'approche brevet ou pays, la propriété intellectuelle. Et donc là, c'est souvent un nouveau souffle, un renouveau pour les équipes de Valo, parce qu'aller sur des programmes comme ça permet de découvrir ces chercheurs aussi sous un autre angle. Et donc ça booste aussi beaucoup l'engagement côté chercheur et ça renouvelle un peu la relation en fait. Évidemment, les chercheurs se trouvent nourris par cette diversification des partenaires et donc ils peuvent parfois repositionner des projets de recherche, repositionner même des réponses à appel à financement. Nous, on a déjà vu ça sur nos programmes. Et puis, un dernier point qui peut être intéressant aussi, ça permet une communication en interne et en externe sur le positionnement, par exemple, de l'université par rapport à des enjeux sociétaux. Et c'est une attente qui est de plus en plus forte de la société civile, mais aussi parfois au niveau national, des ministères, des gouvernements. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir montrer des actions qu'on a mis en œuvre sur ces sujets. Et la diversification des partenaires permet vraiment de montrer qu'on prend les sujets à bras-le-corps et qu'on modifie non seulement parfois le contenu, mais aussi la façon de travailler pour essayer d'apporter des réponses plus pertinentes. Alors, qui sont ces nouveaux partenaires ? Je vous ai noté ici 3 caractéristiques importantes et intéressantes à aller chercher pour la diversification. Vous avez le fait que ces nouveaux partenaires doivent avoir à cœur vraiment la recherche d'impact social et environnemental. Ils doivent bien connaître les problématiques qui se posent et en fait, ça doit être leur première mission. Donc, quand je parlais d'entrepreneurs sociaux tout à l'heure, il faut savoir que les entrepreneurs sociaux, c'est une catégorie d'entrepreneurs qui utilisent la forme classique de l'entreprise pour générer des produits, des services, pour générer des business models qui fonctionnent, qui sont durables d'un point de vue économique. Mais leur premier but n'est pas la génération d'un profit ou la maximisation ou la croissance. Leur premier but, c'est la croissance de l'impact. Et donc, vous avez des entrepreneurs qui sont très tournés vers leurs impacts sociaux et environnementaux et donc, ils vont vous apporter la connaissance dont je parlais précédemment. Il faut savoir que nous, là, quand on va regarder dans nos programmes ce type de partenaires, on approche toujours des structures qui ont une approche professionnelle. Et donc là, attention, je mets un disclaimer, les bonnes pratiques que je vais donner et même peut-être les nouveaux partenaires dont je suis en train de parler, c'est dans le cadre d'une approche de valorisation, de transfert technologique ou de projets de recherche, mais on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler de la science citoyenne. Donc, nous, on va être sur des partenaires qui sont des acteurs professionnels, qui travaillent à temps plein sur ces enjeux sociaux et environnementaux, parfois même en ayant développé leur propre stratégie. Mais en fait, on n'est pas sur des citoyens qui pourraient aider, par exemple, des chercheurs à faire de la recherche de données ou du sourcing, mais qui feraient ça un peu comme un hobby ou sur un temps libre. Là, on est vraiment sur 2 sujets différents. Donc, tout ce que je dis s'applique plutôt à des acteurs professionnels qui vont être amenés à être vraiment des partenaires dans des stratégies de valorisation, comme on peut avoir un partenaire qui serait un partenaire industriel. Donc attention à prendre ce que je dis dans ce cadre-là et pas dans le cadre d'une science citoyenne. C'est 2 sujets complètement différents. Et du coup, un dernier point qui est en général assez lié avec la question de l'approche structurée ou professionnelle, on va chercher des acteurs qui sont pérennes dans le temps. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir très vite dans les 5 clés pour amener ça au succès. C'est des acteurs qui vont s'investir réellement dans la valorisation de la recherche. Donc, quand vous faites de la valo avec un industriel, évidemment, vous avez besoin de cet acteur qui est celui qui va générer l'impact en bout de chaîne. C'est pas forcément les équipes de chercheurs qui vont être sur le terrain en train de générer de l'impact, c'est pas non plus les cellules valo, c'est des partenaires avec lesquels on travaille. Et donc là, vos partenaires, évidemment, il faut qu'il y ait une forme de pérennité pour s'assurer que l'impact aussi est pérenne. Et alors, je vous donne une sorte de catégorisation de partenaires divers que vous pouvez aller chercher pour les ajouter à vos projets de valo.
J'ai mis sous la catégorie recherche d'impact social et environnemental, les entreprises sociales dont j'ai déjà parlé, mais évidemment, vous pouvez regarder, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont vraiment cette fibre, de questions d'impact social et environnemental. Rentrent également les ONG, les associations, sous cette bannière, et puis toute forme de société civile organisée, qui pourrait être plus locale qu'une ONG. Par exemple, on peut penser à une association, de quartier qui s'intéresse à une problématique très spécifique, dans, la ville, où est située l'université. Ça peut être aussi, une organisation, intéressante. Mais donc, en tout cas, organisée, structurée, sous forme, alors ça peut être associative ou d'autres types de formats, mais c'est vraiment, une structure bien identifiée. Et sur l'approche professionnelle, j'ai aussi rajouté, des représentants ou des associations de professionnels. Ça, c'est assez intéressant si vous travaillez sur des sujets, particuliers. Par exemple, si vous êtes sur des questions, d'urbanisme, ou d'urbanisme ou de bâtiments, vous pouvez avoir envie d'avoir accès à des architectes, par exemple. Et donc là, c'est intéressant de pas forcément aller voir un architecte, mais d'aller voir des associations professionnelles, qui peuvent vous remonter, les différents problèmes de la profession, et cetera. Alors, on rentre maintenant dans le gros du sujet, les 5 clés pour associer ces différents partenaires qui sont un peu nouveaux, dans des bonnes conditions. Et là, je vais vraiment essayer de vous donner, alors, un point de vue, général, un peu théorique, mais aussi de vous montrer comment ça se passe dans les programmes que nous, on met en œuvre pour que vous puissiez, peut-être en retirer certains outils ou certaines astuces et faire, la même chose de votre côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que, juste avant que je rentre dans la première clé, nous, on organise des programmes structurés qui durent plusieurs mois. Donc vous allez voir, je vais vous donner plein de petites astuces que vous pouvez mettre en œuvre, dans votre quotidien ou dans votre service, de valo, de façon, désordonnée ou de façon, pas forcément corrélée les unes aux autres. C'est des astuces que vous pouvez utiliser un peu, comme ça. Mais il faut savoir qu'évidemment, tout ce que je vais vous présenter, ce qui est intéressant, c'est de le faire de d'un seul trait et de façon structurée. Et moi, je vous engage vraiment à le penser en termes de programmation et pas juste de faire, des petits coups à droite, à gauche avec, une association, ici, un entrepreneur social ici. Si vous avez un programme structuré qui permet à de nombreux, partenaires de rentrer dans votre pipeline de valorisation, vous serez beaucoup plus efficace et surtout, vous allez créer beaucoup plus de contacts et diversifier de façon beaucoup plus rapide, tous vos contacts. Alors la première clé, pour associer, ces partenaires dans de bonnes conditions, c'est de choisir le bon sujet. Et là, c'est très intéressant parce que si vous avez suivi, le précédent LinkedIn Live, vous vous rappelez que je parlais, dans le pipeline de valorisation, du fait que des sujets, des enjeux sociaux et environnementaux pouvaient venir alimenter des choix, de projets de recherche évidemment, mais aussi de positionnement sur de la valorisation ou sur du transfert de technologie. Et donc, c'est pour ça aussi que je parlais de programme il y a un instant. Si vous avez une approche programmatique, vous pouvez réellement vous intéresser, à ces problématiques sujet par sujet et donc vous pouvez mieux cadrer, votre stratégie d'approche de ces différents partenaires. Je vous le détaille un petit peu, je vous donne un exemple. Choisir un bon sujet, ça veut déjà dire répondre à un objectif commun. Vous allez avoir dans la pièce des personnes très différentes. Vous allez avoir des chercheurs, vous allez avoir des industriels, des ingénieurs, R&D, vous allez avoir peut-être des associations, ou des entrepreneurs sociaux. Toutes ces personnes n'ont pas les mêmes buts, n'ont pas les mêmes, timelines non plus, elles travaillent pas de la même manière et donc un vrai moyen de créer bah, du travail de groupe en fait et de la collaboration entre ces différents acteurs, c'est d'avoir un objectif sur lequel on est tous d'accord. Et en général, quand l'objectif est assez mobilisateur et on est tous d'accord dessus, ça permet de dépasser énormément de problèmes, qu'ils soient culturels, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient, le fait qu'on se comprend pas, les uns les autres. Mais une fois que l'objectif est clair, on arrive à avancer ensemble.
D'une façon un peu liée, il est toujours bon d'anticiper les impacts recherchés. Parce que quand on s'est mis d'accord sur le bon sujet, sur l'objectif qu'on a en commun, c'est extrêmement important de pouvoir donner de la vision aux personnes qui vont participer à vos programmes ou qui vont participer à vos différents projets et donc d'avoir, une compréhension de qu'est-ce qu'on va rechercher comme type d'impact et du coup, pourquoi est-ce qu'on mobilise, tel ou tel acteur, plutôt que tel ou tel autre? Donc c'est extrêmement important d'avoir cette vision un peu prospective sur la question des impacts et finalement, il faut formuler le sujet. Alors là, j'ai mis plusieurs possibilités, soit le sujet, soit le call for interest ou soit la problématique, avec des termes qui parlent à vos cibles. J'ai mis plusieurs, façons de formuler parce que ça va dépendre du programme. Vous pouvez tout à fait décider de juste faire un sujet et de le lancer avec des chercheurs, que vous connaissez déjà bien, qui ont déjà cet intérêt. Ou vous pouvez faire un call for interest. Nous, c'est ce qu'on fait pour le programme The Future Of, c'est-à-dire qu'on fait un appel qui est ouvert à tout le monde, qui est ouvert aux chercheurs de certaines institutions, qui est ouvert aux industriels, qui est ouvert aux différents partenaires dont je viens de parler, les entrepreneurs sociaux, les associations, les ONG. Et donc ça dépend des programmes. Vous pouvez tout à fait faire un appel ouvert plus ou moins, mais peu importe la manière dont vous le formulez, il faut que les termes se fassent entendre et comprendre par toutes vos différentes cibles. Et donc, vous vous rendez bien compte que ça, c'est assez compliqué, puisque vous avez des cibles très différentes, et j'en parlais à l'instant, qui ont des objectifs communs, des timelines différentes, et souvent des vocabulaires différents. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Choisir le bon sujet avec les bons termes. Là, je vous donne la manière dont on le fait dans nos programmes The Future Of. Nous, en fait, on monte des comités qui vont permettre de choisir les sujets et qui sont déjà des comités mixtes. Donc, en fait, on a déjà dans nos comités qui vont lancer les programmes des chercheurs, des industriels et des acteurs de la société civile organisée. Et donc, le fait de pouvoir avoir ces acteurs-là qui discutent ensemble de la problématique et du sujet avant même de lancer officiellement le programme, ça permet de choisir les bons mots, de se comprendre et de voir où sont les points de tension ou les points de vocabulaire qui peuvent gêner les uns et les autres, ou alors parfois tout simplement on n'a pas les mêmes vocabulaires entre acteurs, même entre scientifiques. Et donc, quand on a des scientifiques de plusieurs disciplines, ils arrivent à remettre à plat et à choisir les mots qui fonctionnent pour les différentes disciplines. Et donc, ça, c'est vraiment une manière qu'on a de le faire chez Socience. Évidemment, vous pouvez le faire d'une autre manière, mais pour nous, ce qui a été vraiment, qui a vraiment bien fonctionné, qui a été un grand succès, c'est de monter ces comités mixtes avant de lancer les programmes, avant de faire un appel large à la société civile. Et ça permet d'avoir déjà la bonne problématique qui intéresse tout le monde et qui est bien problématisée avec les bons termes. La deuxième clé, alors c'est de partir des enjeux et pas de la technologie. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours, un réflexe. Mais pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? Parce que c'est mobilisateur. Et c'est d'autant plus important que quand vous travaillez, avec des chercheurs, mais aussi des associations, par exemple. Vous pouvez avoir des chercheurs qui sont très au courant de la techno, mais qui ne sont pas du tout, mais les associations, elles, ne vont pas du tout comprendre, forcément les différences entre les différentes technos. Et donc en fait, partir des enjeux, ça permet vraiment de mettre tout le monde sur le même pied, en fait, sur la même compréhension et ça mobilise tout le monde, un peu de la même manière et donc en fait, c'est aussi pour ça que ça rejoint la question du bon objectif, de l'objectif, commun. C'est créateur d'interdisciplinarité, parce que là, je vous parle de créer des liens avec des acteurs de la société civile, mais en fait, même au sein des chercheurs, si vous partez des enjeux, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir créer des consortiums qui réunissent des acteurs de discipline, des chercheurs de disciplines très différentes. Vous allez pouvoir mettre un hydrologue avec un anthropologue, avec une personne qui est spécialisée dans la physique des fluides. Et en fait, c'est parce que l'enjeu
de fait, vous oblige à travailler en interdisciplinarité. On n'est plus sur une technologie, très disciplinaire, on est vraiment sur une approche, d'enjeu social ou environnemental et donc on doit travailler entre différents, typologies de disciplines. Donc ça, c'est aussi intéressant, notamment pour les appels à projets européens. Ceux qui répondent à des appels à projets européens, doivent voir la plus-value de cette interdisciplinarité. Et puis, ça laisse la place pour le partage des responsabilités. Une des choses qui est extrêmement importante quand on a une approche de la société civile, mais vraiment dans cette approche de valorisation, c'est de permettre une responsabilité partagée dans le projet, que ce soit entre les industriels, entre les chercheurs ou entre les acteurs de la société civile. Or, très souvent, si on a une approche qui entre par la technologie, en fait, c'est un peu un biais culturel. Les acteurs qui sont les plus au fait de cette technologie, donc ça va être les chercheurs ou potentiellement aussi, les industriels, vont avoir une approche descendante et donc ça, c'est, vraiment, délétère pour faire de la co-création avec des acteurs de la société civile. Je vous rappelle qu'ici, on est dans un cadre de valorisation, de transfert, technologique, et pas du tout dans un cadre, de diffusion des connaissances. C'est vraiment du partage de connaissances et pas de la diffusion pure et donc évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir une des entités qui aurait, plus plus son mot à dire, que les autres. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important de partir des enjeux, et pas de la technologie et je vous raconte juste une rapide anecdote sur ce sujet. Nous, on avait été mobilisés, par l'agence d'innovation, des Pays-Bas, qui nous avait, qui avait essayé de lancer en fait un programme de cette sorte-là, autour de la question de l'énergie. Et en fait, ils avaient eu une grosse problématique parce que quand ils avaient fait appel, aux organisations de la société civile, absolument personne n'avait répondu à leur appel, et ils n'avaient pas pu avoir autour de la table, des organisations, citoyennes ou, des associations, des ONG, alors qu'ils en avaient contacté énormément. Et quand on a regardé un peu dans le détail ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient présenté, ils n'avaient pas du tout écrit leur appel à manifestation d'intérêt en partant des enjeux, mais en fait, ils l'avaient écrit en partant des différentes technologies existantes et ils venaient demander à, des associations, de venir donner leur input sur ces approches, et en fait, ça n'avait pas du tout mobilisé sur le terrain parce qu'on ne voyait pas le lien avec nos enjeux. Et donc ça, c'est extrêmement important et ça refait le lien aussi sur, la première clé, c'est, la question des termes que vous utilisez quand vous voulez mobiliser, et partir à partir des enjeux sociaux et environnementaux permet souvent d'avoir des termes un peu plus mobilisateurs. Alors, la troisième clé, c'est mettre un point d'honneur sur la diversité et l'inclusion. Évidemment, si vous êtes dans une approche de diversification de vos partenaires, il faut que vous traquiez cette donnée de façon extrêmement sérieuse. Déjà parce que c'est pas dans nos habitudes. Donc si vous ne le faites pas, très vite, vous allez retomber dans des approches très classiques et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec précision et sur lequel il faut mettre, le paquet. Je vous ai donné ici la notion de quadruple helix. C'est une notion qui a été très utilisée au niveau européen. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le fait d'avoir autour de la table les chercheurs, le monde privé, donc plutôt industriel, la société civile et le monde public dans le sens, gouvernement, région, ville. Et donc il y a vraiment une préconisation européenne, pour aller mettre autour de la table ces 4 différents acteurs, dans vos projets, de valo. Et donc là, ce qui est très important, parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a une complexité à faire ça, et qu'on n'a pas forcément, les ressources, le temps, la connaissance, quand on est dans sa cellule de valo pour faire tout ça. Et donc moi, les conseils que je vous donne, c'est de bien définir
vos cibles. Vous pouvez les écrire effectivement selon ces 4 schémas, ces 4 hélices. Et pour chaque hélice, vous mettez un certain nombre de noms en fonction de la taille de votre programme, mais vous pouvez mettre 5 à 10 noms que vous allez absolument essayer d'avoir dans votre programme, que vous allez contacter, et vous vous assurez comme ça d'une certaine forme d'équilibre. Et pourquoi vous devez définir vos cibles avec précision? Parce qu'à nouveau, en termes de mobilisation, quand on parle de diversifier ses partenaires, il faut avoir des bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas envoyer un email à une association pour lui demander de participer à un potentiel projet ou consortium juste parce que c'est une association. Il faut qu'il y ait une véritable raison de vouloir cette association en particulier parce qu'elle a telle et telle compétence, parce qu'elle connaît le sujet de telle et telle manière, ou qu'elle peut mobiliser tel et tel terrain. Et donc, vous devez définir vos cibles avec autant de précision que possible pour avoir des vraies raisons de les mobiliser, qui se sentent réellement concernés, et puis vous assurer ensuite de l'équilibre. Alors nous, sur cet objectif-là, on a un outil qui est extrêmement simple à mettre en place. Il n'est pas forcément simple à suivre, mais il est très simple à mettre en place et je vous le donne. C'est d'une simplicité, vous allez voir. C'est juste que tout au long du programme, on suit en direct ce camembert que vous voyez là. Et donc, c'est les différentes typologies de participants. Et donc, on a une partie du camembert qui est pour les chercheurs académiques, une partie du camembert qui est pour les associations, une autre pour les industries, etc., etc. Et donc, ça, c'est un suivi qu'on fait en temps réel pour s'assurer que s'il nous manque ou qu'on voit qu'il y a un déséquilibre sur une certaine catégorie, on va explicitement aller mettre plus de ressources et aller chercher plus de personnes dans cette catégorie-là. Et donc voilà, c'est vraiment un outil de suivi, mais qui se fait en temps réel, pas a posteriori. C'est pas pour juste dire on a été bon, on n'a pas été bon. C'est vraiment un outil de pilotage. Et donc ça, moi, je vous invite vraiment à le faire sur vos programmes. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des programmes un peu de long cours, parce que du coup, vous pouvez rediriger le tir quand vous vous rendez compte que vous avez un problème. La 4e clé, c'est de prévoir le partage de pouvoir. Alors ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas mobiliser aussi bien et avec autant d'intérêt si les personnes qui se joignent à la démarche, que ce soit des journées de rencontres, que ce soit un consortium, ont l'impression qu'ils ne peuvent pas influencer en fait les résultats. Donc ça, c'est vraiment clé. Quand vous travaillez avec des chercheurs et des industriels, évidemment, les rôles sont pas les mêmes, les responsabilités sont pas les mêmes, mais il y a une forme de partage du résultat final, en fait, de qu'est-ce que ça va donner, comment on avance, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et il y a une vraie discussion. Et donc, quand vous associez les acteurs de la société civile, il faut aussi que ce soit la même chose. Il faut qu'il y ait une possibilité d'influencer des décisions, d'influencer des résultats, parce que sinon, vous allez démobiliser et c'est pas du tout le but de la co-création. Évidemment, si vous êtes dans un objectif de diversification des partenaires, c'est pour co-créer, pas simplement pour pouvoir l'afficher sans qu'il y ait vraiment eu une co-création derrière. Une chose qui est liée directement, c'est que d'avoir des objectifs communs, comme j'en parlais dans le premier point, ça permet aussi d'avoir des commitments, donc des engagements de chacun des participants qui est commun, et donc d'avoir des rôles plus équitables. Ça, c'est extrêmement important parce qu'une fois qu'on a pu influencer un certain nombre de décisions, évidemment, on en porte une part de responsabilité. Il ne s'agit pas juste de dire il faut aller dans telle ou telle direction, mais ensuite, quelle est ma part du travail pour que ce soit effectivement un succès. Donc ça, c'est tout à fait lié. Et puis, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir avoir les acteurs de la société civile lors de tous les cycles de développement. L'idée, c'est pas juste d'informer sur la problématique sociale ou environnementale, mais d'être un véritable acteur du consortium et de pouvoir être là pratiquement du début à la fin. Alors après, en fonction des acteurs, des associations, des entrepreneurs, des intérêts de chacun, ça peut ne pas être le cas. Il peut y avoir une association qui peut vous dire moi, j'aimerais être associé de là à là, puis après, ça ne me regarde plus. Mais donc ça, c'est des choses qui se discutent, mais en tout cas, il faut que la possibilité existe et c'est extrêmement important, pareil pour la mobilisation.
Et finalement, la cinquième clé, c'est le fait de donner des perspectives à ces acteurs. Et là, il y a 2 points qui sont très importants. Nous, par exemple, dans nos programmes, on permet à un certain nombre d'acteurs de se réunir, de se rencontrer, de se connaître et de créer des consortiums, des collaborations. Et à l'issue de nos journées de rencontres, on a comme ça un certain nombre de collaborations qui se sont montées. On s'est rendu compte assez vite que ces collaborations, pour qu'elles fonctionnent et qu'elles amènent un succès, il fallait les suivre, il fallait les soutenir sur du plus ou moins long terme. Alors là, je dis long terme, mais nous, c'est minimum 6 mois. Et en fait, c'est extrêmement important parce que déjà, ces acteurs n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc avoir un soutien, c'est clé. Et puis, ils ont aussi, évidemment, ça tout le monde le connaît, le calendrier des chercheurs, mais le calendrier des assos, c'est pareil, ils sont surbookés. Et donc, c'est vraiment un vrai soutien pour eux d'avoir quelqu'un qui gère le projet, qui les aide à se mettre d'accord, à définir les terminologies et à aller vers des objectifs très concrets. Quand je vous parle d'objectifs concrets, nous, on a eu des consortiums qui déposent des ANR, par exemple, ou tout autre d'appel à projet, mais ça peut aussi être un consortium qui décide d'engager un thésard. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses qui sont possibles. Mais là, il y a vraiment besoin d'un soutien. Et donc ça, c'est extrêmement important que vous soyez sur des grands programmes, un peu comme nous on fait avec les The Future Of, ou que vous soyez sur un projet ponctuel où vous décidez d'associer un acteur de la société civile, eh bien, essayez toujours de vous assurer qu'il va y avoir un suivi un petit peu long terme pour que les impacts derrière soient à la hauteur des espérances. Et puis un dernier point qui est très important, c'est qu'il faut savoir que chacun a son propre agenda et que évidemment les personnes qui acceptent de venir sur vos programmes et de prendre du temps, et de donner de leur temps et de leur savoir-faire et de leur savoir, leur temps est aussi précieux que le vôtre. Et donc là, c'est très important de donner des perspectives. Nous, quand on lance un programme The Future Of, on est extrêmement clair sur pourquoi c'est intéressant pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer? Et donc, quand vous êtes chercheur, c'est pas intéressant pour la même raison que quand vous êtes une industrie ou que quand vous êtes une association. Mais ce qui est vraiment clé dans un programme qui est bien ficelé, c'est que chaque acteur y trouve quelque chose qui est équivalent à l'autre et en fait qui lui permet de justifier le temps qu'il y passe, l'investissement qu'il y met. Et donc ça, vous devez vraiment le réfléchir à l'avance. Quelles sont les perspectives? Pourquoi est-ce que ces gens viendraient discuter avec mes chercheurs ou même lancer des consortiums ou des collaborations avec mes chercheurs? Et du coup, vraiment, ne pas simplement se dire c'est une belle opportunité parce que mes chercheurs sont passionnants, donc tout le monde a envie de parler avec eux. Je suis sûre que c'est vrai et que c'est le cas, mais là, quand vous mobilisez des acteurs de la société civile professionnels, organisés, structurés, tout le monde a un emploi du temps, un agenda surchargé. Et donc, en fait, il faut des vraies raisons de faire avancer son propre agenda dans ce type de collaboration. Donc ça, c'est extrêmement important de le prévoir et de le penser. Donc voilà pour les 5 clés pour associer ce type de partenaire dans de bonnes conditions. Évidemment, c'est une overview. Nous, on fait des formations chez Socience pour rentrer en détail dans tous ces points-là. Et puis, on forme aussi à la montée en compétences sur nos propres méthodologies. Comme elles sont labellisées par l'ONU, c'est quand même intéressant de savoir comment elles fonctionnent, voire de pouvoir reprendre certaines briques pour ses propres projets. Mais du coup, c'est vraiment le premier overview que je vous donne ici. Et si ça vous intéresse d'avoir accès aux slides, vous n'avez pas besoin de faire une capture d'écran de vos écrans. Il y a le giveaway, on vous met le lien en commentaire pour que vous puissiez tout simplement récupérer les slides sous un format PDF que vous pourrez utiliser ou imprimer très simplement. Et pour finir, alors je vais vous laisser poser des questions si vous en avez eu en commentaire. Je vais répondre en direct. Je rappelle que si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre aussi des commentaires, posez vos questions en commentaire parce que je répondrai à toutes les questions par écrit. Donc voilà, si vous avez une question brûlante, n'hésitez pas à demander et vous aurez une réponse. Et avant de prendre les premières questions, s'il y en a, je vous rappelle aussi que ces LinkedIn Live vont avoir lieu tous les mois. N'hésitez pas à proposer des sujets, s'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voulez qu'on traite. Le mois prochain, déjà, je vous le dis tout de suite, on va traiter les KPIs
sociaux et environnementaux, donc les indicateurs que vous pouvez suivre sur des questions d'impact social et environnemental. Donc on va discuter un peu de ça. Et puis, n'hésitez pas à proposer des invités. Là, vous voyez, c'est des lives que je fais où je vous donne un peu de contenu, des tips que nous, on met en œuvre chez Socience. Mais on va bientôt avoir une série d'invités qui vont venir parler de leur point de vue dans leur propre métier, notamment institut de recherche, SAT, chargé de valo, et donc voilà, et industriel aussi. Et donc, si vous vous dites, il y aurait vraiment un invité super intéressant, j'ai envie d'avoir son point de vue sur ces évolutions des métiers par rapport aux transitions sociales et environnementales, n'hésitez pas à nous donner des noms. Et on fera ça. On fera en sorte de les inviter, d'avoir une discussion avec eux ou avec vous. C'est aussi une possibilité. La communauté est là pour échanger ensemble, donc c'est aussi une option. Est-ce que vous avez des questions du coup? Alors, j'en ai pas pour le moment. N'hésitez pas, si vous en avez, en regardant ce replay. Et moi, je vous souhaite un bon déjeuner, vu qu'il est 13h. Et je vous dis merci et à bientôt pour le prochain LinkedIn Live.